Bonsoir tout le monde, bienvenue sur C8 et bienvenue dans Voyage au bout de la nuit, votre émission littéraire du soir. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle lecture, ou pour plutôt la suite de la lecture de Lettres choisies de Madame de Sévigné, entamée par Florie dans les émissions précédentes. Je pense que Florie s'était arrêtée à la lettre numéro 16, à Madame de Grignan. Donc je vous propose tout de suite de partir en voyage en compagnie de Madame de Sévigné. J'espère que vous êtes bien installés sur votre canapé. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez en utilisant le hashtag VBN. Vous savez tout. Enjoy, comme disent les Américains. Lettre numéro 16 à Madame de Grignan. Au Rocher, ce mercredi 2 décembre 1671. Enfin, ma bonne, après les premiers transports de ma joie, j'ai trouvé qu'il me faut encore vendredi des lettres de Provence pour me donner une entière satisfaction. Il arrive tant d'accidents aux femmes en couche, et vous avez la langue si bien pendue à ce que me dit Monsieur de Grignan, qu'il me faut pour le moins 9 jours de bonne santé pour me faire partir joyeusement. J'aurai donc mes lettres de vendredi, et je partirai. Et je recevrai celle de l'autre vendredi à ma licorne. Je suis tout étonnée de ne plus trouver sur mon cœur, ni le jour, ni la nuit, ce caillou que vous y aviez mis par l'inquiétude de votre accouchement. Je me trouve si heureuse que je ne cesse d'en remercier Dieu. Je n'espérais point d'en être sitôt quitte. J'ai reçu des compliments, sans nombre et sans mesure. Et du côté de Paris par 1000 lettres, et du côté de la Bretagne. On a bu la santé du petit Gambin à plus d'une lieue autour d'ici. J'ai donné de quoi boire, j'ai donné à souper à mes gens, ni plus ni moins que la veille des rois. Excusez-moi. Mais rien ne m'a été plus agréable que le compliment du Pilois, qui vint le matin avec sa pelle sur le dos et me dit « Madame, je viens me réjouir, parce qu'on m'a dit que Madame la Comtesse était accouchée d'un petit gars. » Cela vaut mieux que toutes les phrases du monde. Monsieur de Montmoron est couru ici. Encore plusieurs propos. On a parlé de devises. Il y est très habile. Il dit qu'il n'a jamais vu en aucun lieu celle que je conseille à Adhémar. Il connaît celle de la fusée avec le mot « de l'ardor l'ardir ». Mais ce n'est pas cela. L'autre est plus parfaite, à ce qu'il dit. Chez Pera pour Che Silnazi. Soit qu'elle vienne de chez moi ou d'ailleurs, il la trouve admirable. Mais que dites-vous de Monsieur de Lauzun? Vous souvient-il quelle sorte de bruit il faisait il y a un an? Qui nous eût dit, dans un an, il sera prisonnier? L'eussions-nous cru? Vanité des vanités. Et tout est vanité. On dit que la nouvelle madame n'est point du tout embarrassée de la grandeur de son rang. On dit qu'elle ne fait pas cas des médecins et encore moins des médecines. On vous mandera comme elle est faite. Comme on lui présenta son médecin, elle dit qu'elle n'en avait que faire, qu'elle n'avait jamais été ni saignée ni purgée. Quand elle a quelques incommodités, elle se promène et s'en guérit par l'exercice. Lasciamo la andar, cevara bueno viancino. J'espère que j'écorche pas tous ces mots. Enfin, c'est sûr d'ailleurs que je le fais et je m'en excuse. Vous voyez bien, ma bonne, comme je vous écris, comme à une femme qui sera dans 22 ou 23e jour de couche. Je commence même à croire qu'il est temps de faire souvenir Monsieur de Grignan de la parole qu'il m'a donnée. Enfin, songez que voici la 3e fois que vous accouchez au mois de novembre. Ce sera au mois de septembre cette fois, si vous ne le gouvernez. Demandez-lui cette grâce en faveur du joli présent que vous lui avez fait. Voici encore un autre raisonnement. Vous avez beaucoup plus souffert que si on avait roué. Cela est certain. Ne serait-il point au désespoir, s'il vous aime, d'être cause que tous les ans,
vous souffrissiez un pareil supplice? Ne craint-il point à la fin de vous perdre? Après toutes ces bonnes raisons, je n'ai plus rien à dire, sinon que par ma foi, je n'irai pas en province si vous êtes grosse. Je souhaite que ce lui soit une menace. Pour moi, j'en serais désespérée. Mais je soutiendrai la gageure. Ce ne sera pas la première fois que je l'aurai soutenue. Adieu, divine comtesse. Je baise le petit enfant, je l'aime tendrement. Mais j'aime bien madame sa mère, et de longtemps ce degré ne lui passera par-dessus la tête. J'ai fort envie de savoir de vos nouvelles, de celles de l'Assemblée, de l'effet de votre baptême. Un peu de patience et je saurai tout. Mais vous savez, ma bonne, que c'est une vertu qui n'est guère à mon usage. J'embrasse monsieur de Grignan et les autres Grignans. Mon abbé vous honore et la mousse. Lettre 17 à madame de Grignan, à Paris, du mercredi 23 décembre 1671. Je vous écris par provision, ma bonne, parce que je veux causer avec vous. Un moment après que j'eus envoyé mon paquet le jour que j'arrivais, le petit Dubois m'apporta celui que je croyais égaré. Vous pouvez penser avec quelle joie je le reçus. Je n'y pus faire réponse parce que Madame de Lafayette, Madame de Saint-Géran, Madame de Villars me vinrent embrasser. Vous avez tous les étonnements que doit donner un malheur, comme celui de Monsieur de Lauzun. Toutes vos réflexions sont justes et naturelles. Tous ceux qui ont de l'esprit les ont faites. Mais on commence à ne plus y penser. Voici un bon pays pour oublier les malheureux. On a su qu'il y avait fait voyage dans un si grand désespoir qu'on ne le quittait pas d'un moment. On le voulut faire descendre dans un endroit dangereux. Il répondit, « Ces malheurs-là ne sont pas faits pour moi. » Il dit qu'il est très innocent à l'égard du roi, mais que son crime est d'avoir des ennemis trop puissants. Le roi n'a rien dit, et ce silence déclare assez la qualité de son crime. Il crut que l'on le laisserait à Pierre-Anzise et commençait à Lyon à faire des compliments à Monsieur d'Artagnan. Mais quand il sut qu'on le menait à Pignerol, il soupira et dit « Oh, je suis perdu !» On avait grand pitié de sa disgrâce dans les villes où il passait. Pour vous dire vrai, elle est extrême. Le roi envoya quérir le lendemain Monsieur de Marsillac et lui dit « Je vous donne le gouvernement de Berry, qu'avait Lauzun ?» Marsillac répondit « Sire, votre majesté, qui sait mieux les règles de l'honneur que personne du monde se souvienne s'il lui plaît, que je n'étais pas ami de Monsieur de Lauzun, quelle est la bonté de se mettre un moment à ma place et qu'elle juge si je dois accepter la grâce qu'elle me fait. » Le roi lui dit « Oh, vous êtes trop scrupuleux, monsieur le prince. J'en sais autant qu'un autre là-dessus, mais vous n'en devez faire aucune difficulté. Sire, puisque votre majesté l'approuve, je me jette à ses pieds pour la remercier. » Mais, dit le roi, je vous ai donné une pension de 12 000 francs en attendant que vous eussiez quelque chose de mieux. Oui, sire, je la remets entre vos mains. Et moi, dit le roi, je vous la redonne encore une fois, et je m'en vais vous faire honneur de vos beaux sentiments. En disant cela, il se tourna vers les ministres, leur conta les scrupules de Monsieur de Marsillac et dit « J'admire la différence. Jamais Lauzun n'avait daigné me remercier du gouvernement de Berry et n'en avait pas pris les provisions, et voilà un homme comblé de reconnaissance. Tout ceci est extrêmement vrai. Monsieur de la Rochefoucauld me le vint de conter. J'ai cru que vous ne haïrez pas ces détails. Si je me trompais, ma bonne, mandez-les-moi. Le pauvre homme est très mal de la goutte, et bien pis les autres années. Il m'a bien parlé de vous, et vous aime toujours comme sa fille. Le duc de Marsillac m'est venu voir, et l'on me parle toujours de ma chère enfant.
J'ai enfin pris courage. J'ai causé 2 heures avec monsieur de Calange. Je ne le puis quitter. C'est un grand bonheur que le hasard m'a fait loger chez lui. Je ne sais si vous aurez su que Villarceau, parlant au roi d'une charge pour son fils, prit habilement l'occasion de lui dire qu'il y avait des gens qui se mêlaient de dire à sa nièce que sa majesté avait quelques desseins pour elle, que si cela était, il le suppliait de se servir de lui, que l'affaire serait mieux entre ses mains que dans celle des autres, et qu'il s'y emploierait avec succès. Le roi se mit à rire et dit « Villarceau, nous sommes trop vieux, vous et moi, pour attaquer des demoiselles de 15 ans. » Et comme un galant homme, se moqua de lui et conta ce discours chez les dames. Ce sont des vérités que tout ceci. Les anges sont enragés et ne veulent plus voir leur oncle, qui de son côté est fort honteux. Il n'y a nul chiffre à tout ceci, mais je trouve que le roi fait partout un si bon personnage qu'il n'est point besoin de mystère quand on en parle. On a trouvé, dit-on, 1000 belles merveilles dans les cassettes de monsieur de Lauzun. Des portraits sans compte et sans nombre, des nudités, une sans tête, une autre les yeux crevés. C'est votre voisine. Des cheveux grands et petits, des étiquettes pour éviter la confusion. À l'un, grison d'une telle, à l'autre, mousson de la mer. À l'autre, blondin pris en banlieue. Ainsi 1000 gentillesses. Mais vous n'en voudrez pas jurer, car vous savez comme on invente dans ces occasions. J'ai vu monsieur de Mesme, qui enfin a perdu sa chère femme. Il a pleuré et sangloté en me voyant, et moi, je n'ai jamais pu retenir mes larmes. Toute la France a visité cette maison. Je vous conseille, ma chère bonne, d'y faire des compliments. Vous le devez par le souvenir de Livry, que vous aimez encore. J'ai reçu, ma bonne, votre lettre du 13. C'est au bout de 7 jours présentement. En vérité, je tremble de penser qu'un enfant de 3 semaines ait eu la fièvre et la petite vérole. C'est la chose du monde la plus extraordinaire. Mon Dieu, ma bonne, d'où vient cette chaleur extrême dans ce petit corps ? Ne vous a-t-on rien dit du chocolat ? Je n'ai point le cœur content là-dessus. Je suis en pleine de ce petit dauphin. Je l'aime. Et comme je sais que vous l'aimez, j'y suis fortement attachée. Vous sentez donc l'amour maternel. J'en suis fort aise. Eh bien, moquez-vous présentement des craintes, des inquiétudes, des prévoyances, des tendresses qui mettent le cœur en presse, du trouble que cela jette sur toute la vie. Vous ne serez plus étonné de tous mes sentiments. J'ai cette obligation à cette petite créature. J'ai fait bien prier Dieu pour lui et n'en suis pas moins en peine que vous. J'attends de ces nouvelles avec impatience. Je n'ai pas 8 jours à attendre ici, comme au rocher. Voilà le plus grand agrément que je trouve ici. Car enfin, ma bonne, de bonne foi, vous m'êtes toutes choses et vos lettres que je reçois 2 fois la semaine font mon unique et sensible consolation en votre absence. Elles sont agréables, elles me sont chères, elles me plaisent. Je les relis aussi bien que vous faites les miennes. Mais comme je suis une pleureuse, je ne puis pas seulement approcher des premières sans pleurer du fond de mon cœur. Est-il possible que les miennes vous soient agréables au point que vous me le dites ? Je ne les trouve point telles au sortir de mes mains. Je crois qu'elles deviennent ainsi quand elles ont passé par les vôtres. Enfin, ma bonne, c'est un grand bonheur que vous les aimiez, car de la manière dont vous en êtes accablée, vous seriez fort à plaindre si cela en était autrement. Monsieur de Coulanges est bien en peine de savoir laquelle de vos madames y prend goût. Nous trouvons que c'est un bon signe pour elle, car mon style est si négligé qu'il faut avoir un esprit naturel et du monde pour s'en pouvoir accommoder. Je vous en prie, ma bonne, ne vous fiez point aux 2 lits.
c'est un sujet de tentation. Faites coucher quelqu'un dans votre chambre. Sérieusement, ayez pitié de vous, de votre santé et de la mienne. Et vous, monsieur le comte, je verrai bien si vous me voulez en province. Ne faites point de méchantes plaisanteries là-dessus. Ma fille n'est point éveillée. Je vous réponds d'elle. Et pour vous, ne cherchez point Noise. Songez aux affaires de votre province. Ou bien je serai persuadée que je ne suis point votre bonne et que vous voulez voir la fin de la mère et de la fille. Je reviens à vos affaires. C'est une cruelle chose que l'affaire du roi soit si difficile à conclure. N'avez-vous point envoyé ici? Si l'on voulait vous remettre 50 000 francs, comme à nous 100 000 écus, vous auriez bientôt fini. Ce serait un grand chagrin pour vous si vous étiez obligé de finir l'assemblée sans rien conclure, et vos propres affaires. Je ne vois pas qu'il en soit nulle question. J'ai envoyé prier l'abbé de Grignan de me venir voir, parce que monsieur d'Uzès est un petit peu malade. Je voulais lui dire les dispositions où l'on est ici touchant la Provence et les provinciaux. Et les provençaux. On ne peut écrire tout ce que nous avons dit. Nous tâchons de ne pas laisser ignorer de quelle manière vous vous appliquez à servir le roi dans la place où vous en êtes, où vous êtes. Je voudrais bien vous pouvoir servir dans celle où je suis. Donnez-moi les moyens. Ou, pour mieux dire, souhaitez que j'ai autant de pouvoir que de bonne volonté. Adieu, monsieur le comte. Je reviens à vous, madame la comtesse, pour vous dire que j'ai envoyé quérir Péquet pour discourir de la petite vérole de ce petit enfant. Il en est épouvanté, mais il admire sa force d'avoir pu chasser ce venin et croit qu'il vivra 100 ans après avoir si bien commencé. Enfin, j'ai parlé 15 ou 16 heures à monsieur de Coulanges. Je ne crois pas qu'on puisse parler à d'autres qu'à lui. Ça, courage, mon cœur, point de faiblesse humaine. Et en me fortifiant ainsi, j'ai passé par-dessus mes premières faiblesses. Mais Cato m'a mise encore une fois en déroute. Elle entra, il me sembla qu'elle me devait dire « Madame, vous donne le bonjour. Elle vous prie de venir la voir. » Elle me reparla de tout votre voyage et que, quelquefois, vous vous souveniez de moi. Je fus une heure assez impertinente. Je m'amuse à votre fille. Vous n'en faites pas grand cas, mais croyez-moi que nous le rendrons bien. Mais croyez-moi que nous vous le rendrons bien. On m'embrasse, on me connaît, on me rit, on m'appelle. Je suis maman tout court. Et de celle de Provence, pas un mot. J'ai reçu 1000 visites de tous vos amis et les miens. Cela fait une assez grande troupe. L'abbé Têtu a du temps de reste, à cause de l'hôtel de Richelieu, qu'il n'a plus, de sorte que nous en profitons. Madame de Soubise est grosse de 4 enfants, à voir son ventre. Je reçois votre lettre du 16. Je ne me tairai pas des merveilles que fait monsieur de Grignan pour le service de Sa Majesté. Je l'avais déjà fait aux occasions, et le ferai encore. Je verrai demain monsieur le Camus. Il m'est venu chercher le seul moment que je fus chez monsieur de Mesme. À propos, ma bonne, il ne faut pas seulement lui écrire, mais à madame Davot, pour elle et son mari, et à Dirval, sur peine de la vie. Les compliments ne suffisent pas en ces occasions. J'ai vu ce matin le chevalier. Dieu de sait quoi nous avons parlé. J'attends Ripert avec impatience. Je serais ravie que les affaires de votre assemblée soient finies. Mais où irez-vous achever l'hiver? On dit que la petite vérole est partout. Voilà de quoi me troubler. Vous faites un beau compliment à votre fille. Au reste, le roi part le 5 de janvier pour Châlons. Et plusieurs autres tours, quelques revues en chemin faisant. Le voyage sera de 12 jours. Mais les officiers et les troupes iront plus loin. Pour moi, je soupçonne encore quelques expéditions, comme celle de la Franche-Comté. Vous savez que le roi est un héros de toutes les saisons. Les pauvres courtisans sont désolés. Ils n'ont pas un sou.
Branca me demandait hier sérieusement si je ne voudrais point prêter sur gage et m'assura qu'il n'en parlerait point et qu'il m'aimait mieux avoir affaire à moi qu'à un autre et qu'il aimait mieux, qu'il aimait mieux avoir affaire à moi qu'à un autre. La trousse me prit de lui apprendre quelques-uns des secrets de Pomenard pour subsister honnêtement. Enfin, ils sont abîmés. Je la suis de la nouvelle que vous me mandez de Monsieur Deville. Quoi? Deville? Quoi? Sa femme? Les cornes me viennent à la tête. Et pourtant, je crois que vous avez raison. Voilà une lettre de Tronchanir. Songez à la réponse. Voilà Châtillon que j'exhorte de vous faire un impromptu sur le champ. Il me demande 8 jours et je l'assure déjà qu'il ne sera que réchauffé et qu'il le tirera du fond de cette gibecière que vous connaissez. Adieu, ma divine bonne. Il y a raison partout. Cette lettre est devenue un juste volume. J'embrasse le laborieux Grignan, le seigneur Corbeau, le présomptueux Adhémar et le fortuné Louis de Provence, sur qui tous les astrologues disent que les fées ont soufflé. Et voilà, c'était la fin de la lettre 17 de Madame de Sévigné, extrait des lettres choisies. Je vous propose de faire une petite pause et on se retrouve plus tard pour la suite de notre lecture. À plus tard, salut.